Bonjour à tous. Eh bien oui, c'est moi qui vais finir aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous bien vaillants et que moi aussi, par la même occasion. Donc voilà, moi je suis Noémie Faure, je travaille au Conservatoire botanique national alpin. Donc vous aurez vu quelques conservatoires botaniques aujourd'hui. Et j'anime depuis 2008 un réseau d'acteurs alpins sur la conservation de la flore qui s'appelle Flore Sentinelle. On a beaucoup d'actions dans lesquelles voilà, vous pouvez vous retrouver dans ce que vous faites, mais aujourd'hui l'idée c'était de vous présenter le travail, ouais ça défile, d'une réflexion qu'on mène depuis fin 2024 sur évaluation des pressions et sur la flore et les habitats. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment on a abordé ça. Alors, je vais prendre un peu de recul, peut-être aussi. En fait, c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui est revenu pas mal de fois dans les présentations aujourd'hui. On veut travailler pour la préservation, la conservation de la flore, et du coup, ça passe par l'identification des pressions et menaces, et pour essayer de les réduire. Et donc, l'idée, c'est qu'on est parti des besoins qu'on avait, qui étaient des besoins historiques quand on faisait nos travaux de terrain sur ces pressions et menaces, de les noter, de les identifier, de les mettre en relation avec des typologies existantes qui sont connues, dont je parlerai. Et les problèmes qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait... ça manquait un peu de neutralité. C'était souvent ce côté uniquement pression, menace, ce côté négatif, alors qu'on avait des gestionnaires qui mettaient en place des actions de terrain qui pouvaient avoir des effets positifs sur la flore, et on n'avait pas de cadre pour relever ça. Et donc notre idée, c'était de travailler là-dessus avec ces objectifs qui étaient de se doter d'éléments concrets, mesurables sur le terrain, objectifs, avec une limitation le plus possible du biais d'interprétation pour agir, pour se donner les moyens d'agir, identifier ce qui pose un impact sur la flore et essayer de travailler dessus pour le réduire. À un moment donné, j'irai plus vite sur les diapos parce que c'est la fin, puis c'était une présentation qui était prévue pour un temps plus long aussi. Les typologies existantes auxquelles on se réfère en général quand on travaille, il y a celle UICN qui est utilisée pour les listes rouges, il y a celle Natura 2000 avec le rapportage, quand on fait le rapportage où on doit identifier les menaces pesant sur la flore, etc. On s'en était construit une dans Flore Sentinelle en essayant de se dire ouais, on va essayer de faire un truc plus pratique pour nous, mais on n'en est pas forcément hyper satisfait au bout du compte. Et du coup, voilà, nos objectifs, c'est d'essayer de les mettre en perspective, pas de recréer une nouvelle typologie, il y en a déjà bien assez, mais plutôt d'essayer de prendre dans chacune les éléments qui nous apparaissent intéressants et travailler plutôt sur les correspondances, comme on peut avoir dans les typologies sur les habitats. Et de limiter les biais d'interprétation. Alors il y a souvent des choses autour du pâturage, on voit surpâturage, pâturage extensif, mais pâturage de façon neutre, juste on l'a noté, ça n'existe pas dans les typologies, donc ça fait partie des choses qu'on avait identifiées comme un manque, et de pouvoir identifier tous les effets possibles, positifs, négatifs, maintien, point d'interrogation, et actuels et potentiels, et de trouver des façons de les mesurer sur le terrain. Alors, on a commencé ce travail, on l'a longtemps reporté parce que ça nous faisait un peu peur et c'était complexe. Et puis on a fini par s'y attaquer. C'est parce que j'ai un chargé de mission qui est arrivé et je l'ai mis à travailler là-dessus. Et donc on a attaqué en octobre 2024 et on l'a fait dans le cadre d'un groupe de travail où il y a beaucoup de monde qui participe. Donc il y a le CBN Med qui participe aussi, parce qu'il participe aussi à Flore Sentinelle. On a des gens de Patrinat, de l'OFB, de Flore Sentinelle, des chercheurs. Et là, je vous présente un peu le résultat de notre dernière session d'octobre 2025. On s'est beaucoup servi de documents existants, on n'a pas vraiment inventé des choses, et notamment des rapports réalisés par l'OFB et par Réserve naturelle de France aussi, qui font un point sur des éléments de vocabulaire. Alors c'est vrai que, mais même encore, après avoir travaillé là-dessus, par facilité, on parle de menaces de pression, c'est des facilités de langage qui ne sont pas forcément des fois très précises et révélatrices de ce qu'on voudrait vraiment dire. Donc on a essayé de travailler sur ce vocabulaire en classifiant un petit peu avec des dimensions qui vont être la temporalité, l'effet, l'intensité. Donc est-ce que c'est un effet positif, négatif, on ne sait pas,
ou neutre, et donc d'avoir le mot qui va avec, genre bénéfice quand c'est un effet positif, maintien quand il ne se passe rien, et la différence entre ce qu'on peut voir et ce qui est plutôt prospectif. On se dit ça va arriver, mais en fait on ne le voit pas vraiment sur le terrain. Ça, je pense que vous l'avez tous vu, la différence entre deux observateurs. Il y en a un qui dit ah, tout est menacé, alors que sur le terrain il n'y a rien, mais juste il arrive à interpréter des signes autour comme étant du potentiel. Donc l'idée, c'est d'arriver, c'est de ne pas nier tout ça, mais d'arriver à le mettre un petit peu dans des cases lisibles pour le transmettre et pour pouvoir répliquer la démarche. Donc cette notion de potentiel, et alors un effet positif potentiel, c'est une opportunité, enfin voilà, de remettre les mots qui ont été listés par les autres partenaires là-dessus. Et on voit que pression, menace, ben, c'est une petite partie seulement de ce champ de réflexion. Alors, il y a des parties peut-être plus compliquées, mais en même temps, c'est des documents qui sont un petit peu ardus. Donc l'idée, c'est qu'il y a ces typologies existantes sur les pressions, Natura 2000, UICN. Il y a des documents établis par l'OFB, un référentiel qui s'appelle PressRef, où on est sur des choses beaucoup plus aussi à relever sur le terrain. Et nous, on voudrait aussi pouvoir aller sur qu'est-ce que je relève sur le terrain pour pouvoir dire, je le rattache à du pastoralisme, à du surpastoralisme s'il faut, je le rattache à une exploitation sylvicole, quelle est la mesure de terrain que je dois faire? Donc notre idée, c'était de réfléchir dans ce sens-là. Et dans ce cadre un petit peu formel qui est pression état-réponse, qui encadre un petit peu toute cette réflexion. Alors, alors il a marqué new, du coup on n'a rien créé, mais plutôt on a fait des sélections de ce qui nous correspondait dans ces typologies existantes, en mettant les correspondances et par exemple en supprimant ce qui était déjà de l'interprétation, le côté surpâturage. Il y a plein de choses où dans la case à cocher dans ces référentiels, on est déjà clairement dans l'interprétation et c'est des choses qu'on ne sait pas quand on va une fois sur le terrain, qu'on peut savoir éventuellement quand on va plusieurs fois, quand on a analysé un jeu donné, qu'on arrive à y répondre, mais où on n'arrive pas à avoir l'information quand on est sur un one-shot sur le terrain. Et on a eu envie d'ajouter d'autres éléments donc dans nos relevés terrain parce qu'on se dit qu'ils nous apportent des informations pour pouvoir relier à ces grands facteurs qui sont notamment la dynamique de la végétation, des éléments sur la faune, sur la flore et des éléments aussi liés à nos caractéristiques de montagne. Alors là, c'est peut-être la partie que je vais faire un petit peu rapidement. On a travaillé en même temps à un protocole par lequel on a abordé ce relevé des facteurs d'influence. Donc je le passe un peu plus rapidement. Donc l'idée, c'était quand même centré habitat. Donc on s'est dit, si je veux identifier les facteurs d'influence sur un habitat, je vais avoir besoin de données déjà pour caractériser l'objet sur lequel je travaille, et aussi ses dimensions. Donc j'ai laissé la surface, parce que la surface, au-delà d'un protocole qui pourrait être sur du suivi ou etc., la surface, ça peut être un élément qui peut être utilisé pour caractériser la vulnérabilité d'un habitat. Si on a des surfaces très très faibles au niveau de l'arc alpin, on sait qu'on est quand même sur quelque chose qui est en danger. Donc ça peut être un élément qui peut nous permettre de rattacher à un facteur d'influence, notamment de vulnérabilité de l'habitat. Ensuite, on a structuré les observations de terrain en plusieurs blocs. Il y a un bloc qu'on a appelé paysager, parce qu'il ne nécessite pas de compétences floristiques particulières et qu'il essaie d'approcher la végétation plutôt dans un sens habitat et global. Donc à ce niveau-là, on va s'intéresser à la physionomie. La physionomie, on a un référentiel où on décrit les milieux, mais avec une approche visuelle. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est une pelouse, une prairie, un boisement, une lande? Donc là, il faut peut-être être un petit peu écologue, mais il n'y a pas besoin d'être ultra pointu en termes de végétation pour le décrire. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça peut se rattacher par exemple à des dynamiques de milieu, genre de la fermeture de milieu, etc. Et du coup, ça nous permet, avec une donnée chiffrée sur le terrain, par exemple, j'ai vu 30% de physionomie de lande et 30% de pelouse, ça donne une idée quand même d'une potentielle dynamique et éventuellement de risque de fermeture. Le recouvrement de végétation, les strates. On a un bloc sol qui est important, où on a récupéré aussi à ce niveau-là pas mal d'éléments de PressRef. Et le sol, c'est intéressant parce que souvent, on voit des choses
Et des fois, c'est difficile de dire d'où ça vient. Alors des fois, c'est évident, on va dire que j'ai du sol qui est tassé. C'est dû à un passage d'engin parce que j'arrive à reconnaître des traces d'engin, parce que j'arrive à reconnaître une trace d'une empreinte d'un animal. Mais il y a des fois, c'est beaucoup moins évident de faire ce lien. Et donc de passer par juste, il y a du sol, il est tassé, sur quelle profondeur, et bien on a quelque chose d'assez objectif et moins soumis à interprétation pour pouvoir qualifier une pression. Et donc ça, c'est des choses qui sont issues d'un référentiel connu aussi. Et intervient ce volet relevé floristique. Donc relevé floristique, il peut être utile en tant que tel, pour notre côté, on va dire, connaissance de la végétation, faire du suivi, etc. Mais après, le relevé floristique, il est intéressant aussi parce que justement, en étudiant son évolution dans le temps, on peut renseigner sur des dynamiques, par exemple d'eutrophisation, etc. On a fait le choix de ne pas partir sur des indicateurs, parce que les indicateurs, ils peuvent être très... c'est comme une interprétation préfléchée avant d'aller sur le terrain. Et selon les contextes, une même plante peut avoir un sens complètement différent. Donc on a préféré partir, quand c'était possible, avec des relevés complets, et proposer plusieurs niveaux de lecture, en relevé partiel. Enfin voilà, l'idée c'est plutôt de décrire quel est le relevé que j'arrive à faire plutôt que de partir d'emblée sur des indicateurs qui sont quand même plus sélectifs et font intervenir une interprétation en amont. Et alors, il y a ce côté occupation du sol. Alors ça va peut-être, c'est assez évident pour certaines choses qui sont le bâtiment, tout ce qui est urbanisation. On a mis les animaux en occupation du sol, en considérant, on ne savait pas trop non plus dans quelle catégorie les mettre. Bon, ils sont dessus. Donc on les a mis en occupation du sol, ça marche pas mal sur le terrain, on arrive à s'en sortir avec ça. La présence humaine, pour tout ce qui va être lié à la fréquentation, ça rentre dans notre bloc occupation du sol. Et on a le côté à proximité. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est ça qui va nous aider à faire intervenir tout ce qui est potentiel. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Je vois qu'il y a un lotissement qui est en train de se construire pas loin. Et bien en fait, ça peut nous alerter sur un potentiel d'urbanisation. Et donc en fait, ce côté à proximité dans l'espace, il nous donne une idée de à proximité dans le temps aussi. Et alors, comment ça se traite, tout ça? L'idée, c'est que sur le terrain, voilà, on relève, on prend. Et qu'ensuite, alors est-ce que c'est sur cette diapo ou celle d'après? Ouais, c'est sur celle-là, je pense. L'idée, c'est qu'on a un petit tableau à la fin et on dit qu'est-ce que j'ai vu sur le terrain. Et ensuite, d'avoir cette réflexion de à quel facteur d'influence je le rattache. Si je suis dans événements naturels, alors activité volcanique, je pense qu'on aurait pu l'enlever pour les Alpes, mais je le vois, il est dans la liste. Est-ce que je le rattache à une avalanche? Est-ce que je le rattache à une activité sylvicole? Mais voilà, en partant vraiment de qu'est-ce que j'ai vu sur le terrain. Et dans un deuxième temps, je pose mon interprétation, à quoi je le rattache. Et ensuite, il y a l'idée d'essayer d'attribuer l'effet. Donc, est-ce que c'est un effet positif, négatif, inconnu? Ça, c'est pas toujours évident. Il y a des choses qui sont assez évidentes sur le terrain, il ne faut pas s'en empêcher de les mettre quand on a des plantes écrasées, arrachées. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Je vais revenir sur l'exemple du pastoralisme, mais je pense qu'il faut être... c'est plus compliqué à analyser. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles la case inconnue, ou alors une donnée dans le temps ne suffit pas pour faire l'interprétation, qui sont utiles. Peut-être juste, éventuellement, on l'a testé cet été sur un milieu qui n'est pas forcément un milieu, c'est un milieu ouvert, un nardiojonction. Donc on est sur une nardée, mais un petit peu particulière, de zone humide, où on n'est pas dans... qui est très rare au niveau alpin, mais qui est plus présente sur d'autres territoires. Et on l'a testé, et ça marche assez bien. Donc là, on est sur une zone où on est sur un milieu forestier, mais on a une petite zone de clairière, où on a le milieu ouvert. Et du coup, il y a de l'exploitation sylvicole. On voit la trace des engins de chantier. Donc là, voilà, on met occupation du sol, piste forestière. Il y a des dégradations sur le sol avec des tassements. On arrive à marquer une profondeur, etc. On arrive à marquer qu'il peut y avoir de la dégradation parce que ça fait un écrasement des pieds. Après, je ne sais pas si c'est sur cette diapo ou sur d'autres, mais typiquement, on peut être dans une dynamique un peu complexe, c'est-à-dire qu'en même temps, l'activité forestière permet de garder de l'ouverture de milieu, donc une certaine forme de maintien de la physionomie, et en même temps dégrade. Donc on est sur une situation à envisager aussi de façon un peu pas trop manichéenne. Voilà, pour faire rapide
en cette fin de journée. J'ai quand même gardé un exemple en espérant que ça vous a un petit peu parlé. Et donc voilà, on a abordé ça dans le cadre un petit peu d'un certain type de protocole où on fait un état des lieux, où donc les mesures qu'on, et puis c'est un petit peu un test aussi, où les mesures qu'on relève sur le terrain sont plutôt qualitatives. L'idée c'est que si on essaye de décliner ça sur d'autres protocoles, où on fait plus du quantitatif, type des suivis répétés, ou de la même façon on compte les individus de façon très précise sur des placettes, où on peut faire des analyses statistiques poussées un petit peu dans l'état d'esprit que ce qu'on a pu voir dans d'autres présentations. Pourquoi pas intégrer la prise des relevés qu'on propose à cette échelle-là aussi, c'est-à-dire au lieu de dire j'ai vu un peu des crottes, donc ça veut dire qu'il y a du pâturage, de dire bah voilà, j'ai vu sur chaque placette, j'ai compté les crottes, et donc ça permet d'aller à un autre niveau de mesure et d'interprétation aussi de ces événements-là. Donc encore une fois, avec une échelle un petit peu emboîtée, qui est un peu notre signature aussi dans Flore Sentinelle, d'avoir une approche large et d'avoir la possibilité aussi d'avoir des choses plus détaillées et adaptées à des protocoles plus précis. Voilà.